pour cette première conférence de l'après-midi, parler du bâti patrimonial et comment on doit y faire attention avant de l'isoler et de le rénover énergétiquement. Donc, je suis accompagnée de Véronique Javel, qui est architecte au sein du groupe A&M Architectes, que vous retrouvez d'ailleurs sur un stand au village des exposants. Donc, n'hésitez pas à leur rendre visite suite à la conférence. Et donc, je suis Lisa Joly, conseillère Sunwest Rénov à l'ALEC de Grand Paris Sunwest, donc l'ALEC GPSO Énergie. Et je m'occupe plus particulièrement des habitants en logement individuel, donc en appartement ou en maison. Donc le programme de cette conférence, donc on aura 30 minutes ensemble pour aborder un grand sujet, donc ça va aller assez vite. Donc je vais laisser après Véronique faire une introduction sur le bâtiment patrimonial, parce que voilà, ça peut être très large ce qu'on entend par bâtiment patrimonial. Puis je reviendrai un petit peu sur la réglementation en secteur protégé, qui est définie par le Code du patrimoine plus particulièrement. Et ensuite, on abordera 2 retours d'expérience en copropriété que le groupe A&M Architectes a réalisé. Et on aura un temps de questions-réponses. Oui, bonjour. Oui, donc le premier volet de cette petite conférence, voilà, de quoi on parle? Qu'est-ce que le bâti patrimonial? Alors en fait, ça peut être assez large, mais dans l'ordre d'importance, on va dire, le bâti patrimonial, c'est d'abord les immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques. Il y en a très peu, évidemment, en habitation, mais il y en a quand même. Surtout, enfin, il y a quelques inscrits, pas beaucoup, hein, bien sûr. Ensuite, le cran d'en dessous, je dirais, ça serait les immeubles qui sont labellisés architecture contemporaine remarquable. C'est l'ancien label patrimoine du XXe siècle. Donc ça, c'est des immeubles qui ont un label, mais qui fait qu'ils sont signalés comme immeubles remarquables. Par contre, ils n'ont pas les contraintes, évidemment, des immeubles classés ou inscrits. Voilà. Et puis ensuite, après, on parle des immeubles qui sont remarqués au niveau de chacune des communes dans le cadre du PLU, du plan local d'urbanisme. Et donc ça, c'est propre à chaque commune. Il y a les communes ont détecté certains bâtiments remarquables. Voilà. Et puis après, il y a tout le reste. Voilà, il y a tout le reste des bâtiments et donc nous, on a pour habitude de les classer aussi un petit peu par ordre d'intérêt, et on verra que tous ont l'occasion d'une intervention architecturale intéressante, quel que soit leur intérêt de base. Voilà, ceux qui sont d'une architecture, on dirait, quelconque. Ensuite, d'une architecture ordinaire un petit peu intermédiaire, et puis les bâtiments de qualité ou de grande qualité architecturale ou remarquable. Merci. Alors du coup, maintenant, un petit point sur la réglementation en secteur protégé. Ce serait que pour maintenir une qualité architecturale et une cohérence urbaine, il existe de nombreux outils réglementaires qui sont définis dans le Code du patrimoine. Déjà, peut-être vous parler de la notion de monument historique qui apparaît pour la première fois en 1819. Sur le budget du ministère de l'Intérieur, mais qui a été vraiment défini par la loi du 30 mars 1887 pour la conservation des monuments historiques, qui est la loi qui va fixer en fait les critères et la procédure de classement des monuments historiques. Donc, comme le disait Véronique, en fait, il y a quand même très peu d'immeubles d'habitation qui sont inscrits ou classés monuments historiques. Par contre, ce qui va un peu avoir un impact sur les immeubles d'habitation, ça va être la loi qui apparaît en 1943, donc la loi des abords des monuments historiques. En fait, cette loi, elle fait suite au fait qu'on considère qu'un monument, c'est aussi l'impression que procurent ses abords. Et donc, tout ce qui est autour d'un périmètre de 500 mètres d'un monument historique va être considéré comme protégé et va donc faire partie d'une zone protégée. Ensuite, il y a la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, qu'on appelle la loi LCAP,
qui va en fait simplifier plusieurs autres dispositifs qui préexistaient par un seul, qui est le site patrimonial remarquable, le SPR. Donc le SPR, d'après la définition, c'est un site dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente au point de vue architectural, archéologique, artistique ou paysager un intérêt public. Donc ça, c'est la définition du Code du patrimoine. Sur le territoire de GPSO, il n'y a pour le moment qu'un seul SPR, qu'un seul site patrimonial remarquable, qui est mentionné en bleu ici, c'est celui de Marne-la-Coquette. Donc en fait, c'est un classement qui résulte d'une décision du ministre de la Culture après enquête publique et consultation bien sûr de la commune concernée. Ce classement va préciser tout le périmètre concerné et va doter ce périmètre d'un outil de gestion qui lui va définir un peu tout ce qui est à protéger, que ce soit des bâtiments mais aussi des arbres, etc. Enfin plein de choses à protéger et à conserver. Donc peut-être revenir sur la loi de préservation des abords des monuments historiques. Donc ça, il va y avoir deux situations. Il va y avoir les situations qu'on appelle dans le champ de visibilité des monuments historiques qui sont représentés sur cette diapositive. Dans cette première situation, il peut y avoir deux situations. Donc, la première, c'est que les travaux sont visibles directement depuis le monument historique. On considérera donc que c'est dans le champ de visibilité. Et la deuxième situation où on considérera également que c'est dans le champ de visibilité, c'est quand on se positionne à un tiers-point et que depuis ce tiers-point, et les travaux et le monument historique sont visibles. Dans ce cas-là, l'architecte des bâtiments de France, qui a une mission de contrôle sur tous les abords des monuments historiques, va donner ce qu'on appelle un avis conforme, c'est-à-dire qu'il va donner des prescriptions, des avis, et l'autorité administrative compétente, qui est le service urbanisme de la mairie, va être obligée de suivre cet avis sur les travaux. Dans le périmètre des abords de monuments historiques, les avis de l'architecte des bâtiments de France concernent seulement les extérieurs des maisons et des copropriétés, donc la couverture et les façades principalement. Quand on est hors champ de visibilité dans ce périmètre des abords de monuments historiques, alors l'architecte des bâtiments de France va seulement donner un avis simple, c'est-à-dire qu'il pourra quand même faire ses recommandations et donner son avis auprès de l'autorité administrative compétente, donc le service urbanisme de la mairie, mais ce dernier ne sera pas obligé de suivre ses prescriptions. Enfin, le dernier cas, c'est dans le cas où on est dans un SPR, donc un site patrimonial remarquable, comme à Marne-la-Coquette, où là, l'avis de l'architecte des bâtiments de France est dans tous les cas conforme, et en plus, son avis peut porter également sur les intérieurs des bâtiments. Donc maintenant, on va passer un petit peu plus dans le concret, maintenant que vous avez en tête qu'est-ce qu'un bâtiment patrimonial et quelles sont les réglementations qui s'y appliquent. Comment aborder une réhabilitation responsable de ce bâti patrimonial. Donc il va falloir toujours en fait prendre en compte trois dimensions. La dimension patrimoniale dans un premier temps, qui va consister en priorité à conserver les éléments existants constitutifs de sa valeur patrimoniale. Si ce n'est pas possible, privilégier le remplacement par des éléments identiques, compatibles au niveau des matériaux et des formes. Sur la dimension technique, il va falloir toujours en priorité, avant d'engager la rénovation énergétique en elle-même, traiter les désordres structurels et les pathologies telles que l'humidité. Et ensuite choisir dans son programme de travaux des matériaux qui permettent de conserver les transferts de vapeur d'eau pour le bâtiment ancien plus particulièrement. Et enfin la troisième dimension qui va être la dimension énergétique. Donc là c'est vraiment le cas dans toute rénovation thermique, privilégier bien sûr l'amélioration de l'enveloppe avant l'installation de nouveaux équipements, tendre vers la performance BBC Rénovation, c'est-à-dire atteindre la classe A ou B du DPE, et bien sûr, si possible, prendre en compte l'impact environnemental de chaque élément des matériaux mis en œuvre. Donc comment faire attention à tout ça? Déjà, il faut
réaliser un bon diagnostic au préalable avant de se lancer dans un projet de rénovation énergétique. C'est important de savoir d'où on part, quel est l'état des lieux de notre bâtiment, que ce soit une maison ou une copropriété. Donc il existe deux types de diagnostics qui vont pouvoir prendre en compte ces aspects patrimoniaux et remarquables de votre logement. Si vous êtes en copropriété, on va alors parler de diagnostic technique global, le DTG. Et si on est en maison, on va parler du diagnostic architectural et énergétique, le DAE. Donc ce sont vraiment deux diagnostics très similaires. Il y en a juste un pour les copropriétés et l'autre pour les maisons. Ils sont réalisés par des équipes pluridisciplinaires. On a généralement toujours un architecte. Et en plus, suivant les cas, il peut y avoir un bureau d'études thermiques et un ingénieur financier. Tous les aspects, comme je le disais, sont traités, donc que ce soit les aspects architecturaux et patrimoniaux et bien sûr aussi les aspects thermiques. Et le but de ces diagnostics, c'est de faire un état des lieux de l'existant et de proposer plusieurs scénarios de rénovation mêlant travaux de conservation, mais aussi d'amélioration énergétique et de traitement des pathologies. En règle générale, les architectes proposent 2 à 3 scénarios de travaux. Ces deux types de diagnostics sont subventionnés par la métropole du Grand Paris, à hauteur de 1 000 € pour le diagnostic architectural et énergétique, et à hauteur de 5 000 € pour le diagnostic technique global. Voilà, pour les maisons, c'est quelles que soient les ressources des propriétaires. Je vais relaisser la parole à Véronique pour nous présenter 2 retours d'expérience. Oui, alors donc des retours d'expérience sur le département. Pour compléter un petit peu la présentation, le groupe AEM, nous sommes des architectes qui intervenons sur la rénovation énergétique des bâtiments et plus particulièrement des copropriétés. Et donc ça fait 10-12 ans qu'on fait ça à peu près. Donc on a effectivement pas mal de retours d'expérience maintenant, puisque nous travaillons depuis le diagnostic jusqu'à la réalisation des travaux. Alors on a choisi 2 exemples dans le 92 pour vous illustrer un petit peu schématiquement comment on procède pour analyser le bâti et qu'est-ce qu'on peut proposer par rapport à ça. Alors on commence par un exemple. D'abord on va voir un petit peu les 3 cas finalement. Grande qualité architecturale. Alors souvent en copropriété ou dans le logement, les bâtiments de grande qualité architecturale sont souvent dégradés, ont été dégradés au travers du temps, par des ravalements successifs, etc. Donc pour nous, ça c'est vraiment l'occasion de revaloriser ces bâtiments en retrouvant les qualités d'origine. Bien sûr, quand c'est des bâtiments de grande qualité et que cette qualité a été conservée, l'enjeu c'est de continuer à conserver cette qualité tout en essayant d'améliorer thermiquement les performances du bâtiment. Alors, donc le premier, voilà un exemple de ce qu'on a pu réaliser à Boulogne-Billancourt. Donc c'est un immeuble des années 30. Donc il y a 205 logements. C'est tout un îlot finalement qui a été construit un petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc c'est un bâtiment de qualité, mais en fait cette qualité était complètement cachée puisque voilà l'état du bâtiment avant notre intervention. En fait, au cours des ravalements successifs, le bâtiment a été recouvert d'un enduit qu'on appelle RPE, un revêtement plastique épais, qui avait caché les maux des natures, notamment du rez-de-chaussée du bâtiment. Puis bon, la toiture était en mauvais état, la chaudière était obsolète, donc on a pu intervenir sur l'ensemble des bâtiments, mais c'est juste pour vous montrer les sondages qu'on a fait au niveau du diagnostic. Donc on a décapé un petit carré de ce fameux RPE et on a découvert en dessous que, en fait, par exemple, toute la partie du rez-de-chaussée était recouverte de carrelage en caisson, comme on faisait beaucoup dans les années 30. Et donc voilà, donc ça nous a donné des pistes et on a pu expliquer aux copropriétaires. Il y a eu d'autres endroits où on a trouvé des choses un petit peu cachées et on a pu les redécouvrir et les remettre en valeur, expliquer aux copropriétaires qu'ils habitaient dans un immeuble qui était bien mieux que ce qu'ils voyaient en fait et le remettre en valeur. Voilà l'image que l'on a pu obtenir, la réalisation en fait qui a été faite à la fin. Donc en fait on voit bien
le travail qui a été fait sur tout le soubassement. On a rénové complètement les balcons, les garde-corps, tout ça. C'est un style un petit peu paquebot, années 30, avec des garde-corps, avec des lignes, les balcons d'angle, voilà, tout un tas de modénatures typiques. Et donc, grâce aussi à des recherches en archives, etc., on a pu redonner de l'éclat à toutes ces modénatures, ces carrelages, ces tesselles, voilà, et mettre en place des isolants qui sont adaptés aux différentes façades, types de façades. Par exemple, ici, sur ces avant-corps, on a pu mettre en place un isolant constitué de billes d'aérogel, qui est un isolant très performant, mélangé à un enduit classique, et donc avec une mise en œuvre classique qui permet par exemple de recreuser certaines modénatures dans l'épaisseur de l'enduit. Donc voilà, ça c'est des exemples de produits innovants qu'on peut tout à fait utiliser sur des immeubles anciens pour retrouver les modénatures. Excusez-moi, je voulais redire encore un petit mot. Par exemple, ici, on s'est attaché aussi à toujours isoler en remettant en avant toutes les modénatures d'origine, c'est-à-dire les appuis de fenêtre, les bandeaux, les choses comme ça, en mettant en œuvre des bandeaux en béton de fibres légers qui venaient remettre en avant les modénatures qu'on risquait de cacher en mettant de l'isolation. Donc finalement, quand on voit l'immeuble, on ne se rend même pas compte qu'il est isolé parce qu'on a tellement travaillé dans le détail sur les différents types d'isolation en fonction des différentes surfaces qu'on a pu faire un ensemble complètement cohérent et retrouver ce lustre d'antan. Et alors bon, il se trouve qu'effectivement, il ne faut pas penser seulement à l'enveloppe du bâtiment, mais aussi à tout ce qui est technique. Et il se trouve que cet immeuble-là est positionné juste à la porte de Saint-Cloud sur une nappe phréatique, et qu'à un moment donné de l'histoire du bâtiment, le chauffage était assuré par une pompe géothermique qui prenait donc l'eau dans la nappe, qui est rejetée dans la nappe. Et ce système a été abandonné dans les années 90, et donc, ou 80, enfin je ne sais plus. Et donc, quand on est arrivé là, on a vu que les chaudières étaient obsolètes, on a vu que les puits de la géothermie étaient là. Et donc, on a travaillé avec les ingénieurs pour remettre en fonctionnement une PAC, bien sûr complètement neuve, moderne, etc. Et du coup, grâce à tout ça, on a pu, à la fois sur les interventions en façade et sur les interventions qu'on appelle l'intervention sur les systèmes, c'est-à-dire sur le chauffage, avec cette installation de la PAC, voilà, passer d'un immeuble qui était relativement énergivore à un immeuble avec 92 kWh par mètre carré par an, qui est largement classé BBC, puisque le BBC Rénovation, c'est 104, pour avoir un repère. Voilà. Alors, un autre exemple qui est très différent, une architecture intermédiaire dégradée avec le temps, vous allez voir comment et pourquoi, et encore une fois, une occasion d'architecture pour la rénovation. Et dans ce cas-là, on se place dans une architecture où on essaye de retrouver l'écriture d'origine, mais comme c'est une architecture qui n'est pas forcément très remarquable, on se permet de prendre un nouveau parti architectural sur ce bâtiment tout en gardant l'esprit d'origine. Et donc, c'est ce qu'on a fait à Sèvres, où on est arrivé sur cette copropriété dont le revêtement était très dégradé. Et en fait, l'image que vous voyez là n'est pas du tout l'image d'origine du bâtiment, puisque dans les années 90, ces bâtiments étaient recouverts d'un bardage. C'est un bardage qui est très connu, c'est du Carrea, et qui a complètement changé l'image du bâtiment, dans le mauvais sens du terme, puisque c'est devenu un bâtiment très, très moche en fait. Voilà. Et voilà, on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là en fait? Et en fait, on s'est aperçu. J'ai une diapo, il manque une diapo, non?
Bon, bref, c'est pas grave. On s'est aperçu qu'en fait, en enlevant ce bardage d'origine, on a vu comment était constitué le bâtiment et on a vu, en allant chercher, en faisant des recherches sur les permis de construire, en archives de la ville, etc., on s'est aperçu qu'en fait, l'intention de l'architecte à l'origine, c'était de faire une architecture de fenêtres en bande avec les allèges, hein, c'est les parties sous les fenêtres qui étaient filantes, les fenêtres entre les logements qui sont filantes et les linteaux aussi, tout ça avec des pièces préfabriquées. Et donc, on s'est dit, il faut repartir de ça, de ce dessin de base, et en profiter pour isoler le bâtiment, profiter aussi pour traiter le problème des occultations qui n'avaient pas du tout été traitées à l'origine. Donc, les gens avaient rajouté des persiennes en plastique sur beaucoup de fenêtres. Donc, on a proposé le remplacement des persiennes. Et donc, on a intégré dans cette façade des volets roulants dans le bardage. Voilà, c'est la base du projet. Et du coup, voilà un petit peu le résultat. C'est-à-dire qu'on a retrouvé l'écriture des fenêtres en bande en isolant les allèges avec un bardage métallique. On a intégré les occultations dedans et on a traité en fait ce qu'on appelle les trumeaux, c'est-à-dire les parties entre les fenêtres avec un autre bardage dans un nu inférieur qui rappelait, en fait, qui faisait la continuité entre les fenêtres. Voilà le résultat, une vue en contre-plongée. Alors, on est en copropriété, donc on ne peut pas obliger tout le monde à changer ses volets. C'était seulement les volontaires qui changeaient leurs volets, qui l'intégraient dans le coffre de volets roulants. Donc, certaines occultations ont été gardées en PVC, en persienne PVC, mais elles ont été intégrées dans le bardage et toutes les fenêtres sont équipées de coffres, ce qui permet d'intégrer des volets roulants au fil de l'eau. Voilà, dans 4-5 ans, s'il y a des changements de propriétaires ou certains copropriétaires qui changent d'avis ou qui veulent des volets, ils peuvent les mettre, bien sûr. On en a profité pour ces grandes toitures, on en a profité pour mettre en place un système de panneaux photovoltaïques en toiture. Parce qu'on avait des très grands bâtiments, donc on avait de la place. Et encore une fois, occasion d'architecture, puisque ces toitures n'étaient pas du tout sécurisées. Donc on en a profité on s'est dit, mais il faut sécuriser les toitures, on va créer une acrotère, il manque une acrotère à ces bâtiments qui n'avaient pas de fin finalement, donc on s'est dit, il faut créer une acrotère. Cette acrotère, elle sert à la fois de protection des travailleurs pour l'accès aux terrasses, et puis donc on s'en est servi pour poser des panneaux photovoltaïques. Donc voilà, une fois de plus, technique et architecture vont de pair pour améliorer à la fois les performances du bâtiment et l'architecture des bâtiments. Donc voilà, ici on voit la vue finale où on voit cette ligne, c'est ce qu'on appelle aussi en architecture une ligne de ciel qu'on a créée pour terminer ces bâtiments. Voilà une vue de la toiture. Et ben voilà, on est fini. Merci beaucoup. On a, je pense, le temps pour quelques questions. Alors oui, effectivement, on a quelques minutes pour prendre 2 ou 3 questions. Est-ce que vous avez des questions suite à ces interventions Oui. Bonjour. Je reviens sur la diapositive que vous avez projetée concernant l'immeuble avant-guerre, pour lequel vous avez fait une rénovation complète. Vous aviez montré pendant un moment qu'il y avait, sous l'enduit qui avait été posé, des mosaïques. Finalement, en faisant la rénovation, l'isolation par l'extérieur, vous avez dû abandonner ces mosaïques. Non, en fait, on les a... Alors, il faut savoir que Comment est-ce que vous avez traité en fait, voilà, sur ces bâtiments-là, on a pris le parti d'isoler tout ce qu'on pouvait isoler en façade. Mais il y a des zones où il n'était pas question d'isoler et de recouvrir des matériaux qui étaient nobles d'origine. Donc, on a pris le parti d'isoler certaines parties et d'autres parties de façade ne sont pas du tout isolées. Et donc, ces parties de façade-là ont été décapées et restaurées. Voilà. Et effectivement, c'est des questions qu'il faut se poser. Et
on raisonne de façon globale sur le bâtiment, c'est-à-dire que le gain, il est à la fois de qualité architecturale et en même temps d'isolation thermique, mais l'isolation thermique des étages supérieurs, finalement, va profiter à l'ensemble de la copropriété, puisqu'on va baisser les consommations d'énergie grâce aux économies qu'on aura fait dans les étages supérieurs. Et je me permets de rajouter que voilà, pour aller dans ce sens-là, le territoire GPSO a fait le choix aussi de financer l'isolation thermique par l'intérieur des appartements. Donc depuis le 1er janvier 2023, voilà, les propriétaires d'appartements peuvent se faire financer leurs travaux d'isolation par l'intérieur, à condition d'atteindre un certain gain énergétique qui est de minimum 25%. Mais voilà, c'est aussi pour aller dans ce sens-là que GPSO fait ce choix. Bonjour, alors je connais très bien la dernière résidence parce que je crois que j'y ai habité au moins 25 ans. Vous n'avez pas du tout parlé du prix et du coût au final que ça a représenté pour les copropriétaires. Et je sais qu'il a quand même été assez conséquent. Ça, c'est le premier point. Et puis j'avais un deuxième point, mais il va me revenir. Alors, on abordera cette question des coûts, effectivement, et du financement des travaux, et justement sur la même copropriété, dans la conférence qui aura lieu à 15h30. Donc, si vous le permettez, je vous invite à revenir pour cette conférence de 15h30. Et on va prendre une autre question. J'avais quelqu'un qui avait levé la main. Vous parliez tout à l'heure des isolants thermiques à l'aérogel, des enduits. Et je voulais savoir justement, quand vous, d'un autre côté, vous avez parlé de l'isolation intérieure et qui a maintenant été aidée. Donc je voulais savoir si ces enduits-là sont maintenant aidés pour l'isolation, mais à l'intérieur. Alors, pour les aides financières, en fait, que ce soit par l'intérieur ou par l'extérieur, ça va être aidé à partir du moment où on atteint une certaine résistance thermique sur le mur, voilà, seulement par l'isolant. Donc, il faut atteindre une résistance thermique d'au moins 3,7 m² Kelvin par watt pour que la prestation soit subventionnée. Après, peu importe l'isolant, en fait, que ce soit un enduit ou un isolant à proprement parler. C'est sûr que c'est plus dur d'atteindre 3,7 avec un enduit. Oui, en fait, l'aérogel, en fait, c'est le matériau isolant qui est incorporé à un enduit. En fait, c'est des billes de silice qui sont expansées à l'échelle nanométrique. Donc, c'est des produits qui sont très techniques, très performants. Et l'aérogel, en fait, existe en billes et en matelas. Et donc, il existe des matelas d'aérogel qui sont maintenant en vente, même dans les grandes surfaces de bricolage ou les points P, etc., qui sont faits pour être posés en intérieur, comme de la laine de verre ou de roche. Et leur caractéristique, c'est que ces matelas-là sont bien sûr beaucoup plus chers que de la laine de roche, mais en même temps 4 à 5 fois moins épais que de la laine de roche. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, on peut aussi mettre ces matériaux-là à l'intérieur, mais après, il faut doubler avec une plaque de plâtre. Merci. Et une dernière petite question très rapidement. Bonjour, vous avez déjà en partie répondu à cette question. En fait, pour un bâtiment classique haussmannien, c'est-à-dire toiture zinc et pierre de taille, il ne nous reste que l'isolation par l'intérieur qui, d'après ce que j'ai pu comprendre, est subventionnée. Alors moi, je peux compléter tout de suite avant que tu répondes peut-être. Oui, sur l'haussmannien, évidemment, tout ce qui est pierre de taille et pierre décorée, etc., on ne peut pas y toucher. C'est le patrimoine, voilà, très important. Il vous reste les murs des cours, qui sont souvent les cours, les courettes, quand il y en a, voilà. Quand il y en a pas toujours. Et puis, il faut penser aux toitures. C'est-à-dire que les toitures, par exemple, sur l'immeuble des années 30, je suis allée très rapidement, mais on a refait entièrement la toiture. On a restauré toutes les lucarnes, etc., avec des isolants adaptés, peu épais, etc., pour garder les proportions. Mais voilà, faut pas oublier la toiture, et puis il faut pas oublier le système de chauffage, évidemment. Donc il y a quand même des pistes pour améliorer tout ça, même dans de l'haussmannien. Et une surface aussi que vous n'avez pas évoquée, c'est le plancher bas aussi. En copropriété, c'est relativement simple d'isoler le plancher bas quand il y a un sous-sol ou des caves. Voilà. Ça fait partie aussi de l'enveloppe.
comme les fenêtres également, qu'on peut intégrer aussi à un projet de rénovation globale. Je vous remercie beaucoup pour avoir écouté cette conférence.